Le thème de l'année, on peut suivre chaque conférence indépendamment, mais on peut suivre le fil, puisqu'on est 4 profs. Le thème de l'année, c'est la transmission, parce que ça fait 20 ans qu'on fait cette association, et que l'idée, c'est de partager de l'art. Il vaut mieux que je le dise au début, avant que vous contestiez la fin, c'est le cours le plus intéressant de toute l'année. Et encore, je l'ai mal préparé. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que Dürer, et c'est comme ça qu'on va le regarder, c'est un immense graveur sur bois, sur métal, au burin. Je vais expliquer ce que c'est. Peinture, dessin, aquarelle. Pour faire court, c'est la Renaissance allemande à lui tout seul, mais je peux redire pour ceux qui flottent, parce que c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs Renaissances, on va dire il y en a 2. Et en Italie, elle n'est pas en même temps qu'en Allemagne et pas en même temps qu'en France. Ça, c'est pas important à noter. Ce qui fait qu'il est le plus important des passeurs, c'est que tout ce qui est avant lui ne sera pas pareil qu'après lui. Et il est plus important que Léonard, Raphaël et Michel-Ange. Et je vais prouver pourquoi. À la fois sa formation, à la fois le métier d'artisan, si je fais un résumé pour ceux qui vont s'endormir. Avant lui, il y a des artisans qui apprennent dans des ateliers. Après lui, les œuvres sont signées à la main et authentifiées. Avec lui, il y a d'autres un peu autour, il va y avoir les premiers autoportraits. C'est la première fois qu'on se montre soi-même parce que moi, je suis important. Et ma manière, ma main est importante. Je donne cet exemple-là souvent pour ceux qui viennent. Quand tu demandes à un artisan de te poser un lavabo, tu lui demandes qu'il y ait un devis, qui ne déborde pas le devis, ça ne marche jamais, qui respecte les délais pour les travaux, ça ne marche jamais, mais qu'il y ait quelque chose qui corresponde à ce que tu as commandé. Quand tu demandes une peinture à Michel-Ange, tu peux demander ce que tu veux, ce qu'il te dira ne voudra pas dire que tu auras le résultat. Il aura créé quelque chose. On va dire sa fantaisie fait partie de ce que tu lui payes. Et d'ailleurs, si tu aimes vraiment les artistes, tu lui dis « V'là 100 balles, fais ce que tu veux » et tu sais très bien que ce sera encore plus marrant. Avant Dürer, ce n'est pas le cas. Après lui, vous penserez l'art comme ça. C'est vraiment très important. Donc sa formation, c'est une formation avec son père, il est orfèvre, je vais le montrer, parce que je vais passer un peu de temps sur sa formation. C'est pas ce qui est le plus connu. Donc la formation va être complètement différente et elle est assez bien documentée parce qu'on sait dans quels ateliers il va. Formé plutôt par des artisans, des orfèvres, des gens qui travaillent le métal très très précisément. Mais aussi, ce qui va tout changer avant et après Dürer, c'est la reconnaissance des artistes. L'endroit où il se trouve à Nuremberg va devenir une place forte très importante, la plus importante de l'Europe du Nord, où on va produire, moyen de transmission, des livres. Il va passer du temps à produire des livres. Un livre, ça se diffuse partout, il n'y a pas besoin de vous. Troisième chose, il produit des livres et ça transforme sa carrière en faisant des gravures. Une gravure, c'est un multiple, donc je vais pouvoir faire un dessin original, le donner à faire à quelqu'un, le quelqu'un va faire un tirage et ce tirage sera multiple. Dürer va être le premier, enfin non, quelqu'un l'a fait avant, mais sur le modèle des ateliers, il va avoir des colporteurs. C'est-à-dire des types qui payent, qui vont à Chamarande à ma place, sous la pluie, vendre mes bouquins. Quelqu'un est libre C'est payer une bière, hein, pour le moment, j'ai pas les moyens. C'est déjà pas mal. Toi, je te donne des chocos, c'est autre chose. Cette idée de diffusion de l'art, c'est pas quelque chose, c'est à mi-chemin entre les deux choses aussi. Artisan, tu produis un produit, on t'achète cette qualité de produit, et puis tu sais ce que tu achètes. Un artiste va créer quelque chose de fantaisie. Il est à mi-chemin entre les deux parce que c'est pour ça que ça fait bizarre aux artistes. Dès qu'on parle d'argent, dès qu'on dit qu'on vend un produit, ça a l'air pas artistique, ça a l'air pas noble. La bascule se fait ici aussi pour lui. Et puis la dernière chose, c'est que cet aspect moi, des autoportraits, la première signature authentifiée qu'on va retrouver partout, et même encore plus loin pour Dürer, un livre sur sa propre vie. Il va être, entre guillemets, le premier, j'exagère un peu, mais qui dit « je » en tant qu'artiste. Qui dit « je ». On va regarder ça tout de suite. Partez pas. Pour ceux qui sont réveillés, attention, c'est un peu compliqué. Parce que, comme vous ne venez pas toujours, je donne des petites recettes où manger. Ça, je l'ai fait. Et puis un petit truc un peu snob. Et là, c'est pour madame au premier rang. Parce qu'elle est germanophile et fun. Ce monsieur-là a écrit un des livres les plus importants du XXe siècle, qui n'est pas fastoche à lire, mais il s'appelle «
Comment tu le dis en allemand? Walter Benjamin. On dit Benjamin, mais on pourrait dire Benjamin. Mais c'est pas son vrai nom. Il écrit un livre dans les années 30, 1930. C'est bien plus tardif. Il va, pour faire court, s'intéresser à la photo et au cinéma. Il va parler de l'histoire de la gravure et de Dürer. Je ne vais pas développer, mais c'est un livre qu'on trouve, il coûte 10 balles, où il se trouve en PDF sur Internet. Il n'est pas toujours facile à lire parce que c'est une langue complexe et puis la politique l'intéresse beaucoup. Alors je vous le résume en une phrase et puis après je vous en donne 3 autres, mais je préfère faire ça pendant que vous êtes encore éveillés. En une phrase, l'œuvre d'art en devenant multipliable, c'est-à-dire je fais un dessin qui devient une gravure, la gravure se diffuse partout. Comme elle se diffuse partout, Benjamin, qui a un langage un peu marxiste, dit elle est devenue politique, c'est-à-dire elle est dans l'espace public. Elle n'est plus une œuvre unique. Si vous voulez voir la Joconde, il faut que vous fassiez la queue au Louvre, que vous alliez devant. Soit dit en passant, quand vous êtes devant, il y a une vitre et des Japonais. Donc vous ne voyez pas tant que ça. Mais vous savez très bien, c'est pas une blague, que vous venez autant pour les Japonais et la vitre pour dire « Waouh, je l'ai vu aussi ». Alors que juste à côté, il y a le chef-d'œuvre de la Renaissance à mon goût, le portrait de Castiglione par Raphaël avec sa barbe et son béret. Il n'y a personne devant, à tel point tu le cherches, tu te dis mais il est où, il doit y avoir des gens, et en fait non. Qu'est-ce que tu viens voir? Tu viens voir l'aura de l'œuvre, quelque chose de... C'est Benjamin qui emploie ce mot, l'aura, A-U-R-A, c'est le fait qu'on ait une espèce d'influence ou de choses un peu imperceptibles, on pourrait dire le charisme, mais pour une peinture c'est un peu curieuse. Quand elle est faite à la main et qu'on voit un tableau de Raphaël, quand ce tableau de Raphaël brûle ou est détruit, l'œuvre est détruite pour toujours. On a perdu l'original. À partir du moment où Raphaël va faire une gravure, je vais vous prendre un exemple simple, et qu'elle est gravée par quelqu'un d'autre, et que cette gravure elle-même est un multiple, il n'y a plus d'original, dit Benjamin. Ça, c'était le résumé en plusieurs parties. Si je prends le plus vieux bois gravé qu'on ait en stock, qui s'appelle le bois Prota, il date de 1370. Si vous avez des bons yeux, c'est écrit là. La plaque en bois est là. Quand on regarde le tirage, tiens, tout le monde connaît le principe. Je peux montrer vite fait. Mais vraiment, c'est parce que c'est vous. Hein. Pour graver, c'est très simple. Prenez un truc qui est creux. Pour le jeune homme, on m'a dit... Est-ce que, monsieur jeune homme, tu as déjà coupé une patate en deux et que tu as creusé pour faire des tampons? Oui, parce que les enfants, ils pensent à faire ça, et vous, bande d'adultes, vous ne le faites plus après. Et voilà. Je coupe une patate en deux, je dessine un cœur, la gravure en 3 phrases pour les nuls. Je creuse avec un couteau l'extérieur du cœur, je trempe la patate dans la couleur, j'ai un tampon patate. C'est pas une blague, mais c'est l'amidon plus la matière fait qu'on ne pourrait pas en imprimer beaucoup. Si c'est en bois, ça va mieux. Je creuse avec des gouges ici, j'encre, je passe sous une presse 1 tonne par centimètre, il ne faut pas mettre ses doigts, et j'ai une gravure. Une impression, une couleur, autant de couleurs, autant de plaques. L'autre partie de la patate, cher monsieur, jeune homme, je coupe, je fais un cœur, je creuse l'extérieur du cœur, je mets en rouge, je sais, je vous l'ai déjà dit, mais je préfère répéter. Je prends la deuxième patate, je dessine le même cœur, mais je creuse l'intérieur du cœur. J'ai donc le tour que j'imprime en noir, et si je vise bien, je fais un passage rouge, et autour c'est noir. Plus je fais ça, plus j'ai une gravure multiple, plus elle est variée avec les couleurs. Alors, question que je pose aux étudiants de fac, et que monsieur qui a demandé, jeune homme, c'est ton tour, tu as le droit de dire une connerie. Ça, c'est le bois creusé, on voit les bonhommes en creux. On met de l'encre dessus, on met une feuille, il fallait qu'on invente le papier, et le tirage, c'est ça. Alors, question à se faire, monsieur, quel est l'original? Est-ce que c'est ça ou ça? Tu as le droit de dire n'importe quoi. Évidemment, ça sent le piège. T'es au collège? Oui. Alors? Non. Tu tentes ta chance encore? Non. Il n'y a pas d'origine. Comme ça c'est creusé que c'est pas l'image, c'est la matrice, c'est la patate, c'est pas l'original. Ça c'est un tirage.
C'est pas l'original. L'original a disparu, dit Benjamin. À partir du moment où l'image se reproduit techniquement, il n'y a plus d'original. Et l'image devient politique, elle se diffuse partout. Alors ça va donner un enjeu qui est important pour notre Dürer, c'est qu'à partir du moment où j'ai une image multiple pas faite à la main vraiment, qu'est-ce qui va faire l'originalité de ma gravure? J'en profite puisque cette enquête a commencé et que c'est tout à fait passionnant, ne partez pas, pour vous dire que cette idée d'originalité et de multiple, on pourrait penser que la Joconde de Léonard qui est au Louvre, après tout, derrière sa vitre, elle pourrait être en poster. Ça l'abîmerait pas. Mais si tu venais avec tes japonais, ta vitre et tout ça, tu dirais ah ouais, mais c'est pas l'original. C'est quand même curieux qu'on ait besoin de cette originalité. Alors que dit Benjamin, quand tu es dans une salle de cinéma, tu ne te demandes pas si le film que tu vois est un original. Tu vois une copie et ça va très bien. Benjamin dit à l'époque de la reproductibilité technique, j'espère que vous allez apprendre ce titre au moins par cœur, ça serait quand même un peu chic pour répandre le savoir dans le monde. À l'époque de la reproductibilité technique, conclusion, l'œuvre d'art perd son aura, puisqu'elle va être multipliée, elle se diffuse politiquement partout, et ça va changer, l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique, ça va changer la façon dont on fait des œuvres. Cette histoire commence avec Dürer. Bah déjà, on a fait ça, vous en avez pour vos 10 balles. Non mais c'est beaucoup, hein. Parce que pour parler d'aujourd'hui, c'est ce qui fait que les artistes du XXe, ils vont faire des œuvres qui font penser à des photos, ça c'est Hockney, ça fait penser à des posters, et que le jeu de l'art va être de copier cette façon de faire. Je prends un écran de soie, il est plus ou moins gros, oui, il y a une trame puisque la peinture va traverser. On fait un masque à l'endroit où on ne veut pas que la peinture elle passe, on met de l'encre, on tire avec une raclette, on a mis une feuille en dessous, on a un tirage. Autant de feuilles, autant de tirages. La différence avec la sérigraphie qu'on invente au XXe siècle, c'est qu'on peut en tirer beaucoup sans que la plaque ne s'abîme. Alors que les gravures de Dürer, avec le cuivre, avec le métal, à force que ça s'écrase, ça perd en force. Et Warhol va jouer de ça, jouer avec le multiple. À tel point qu'il fait semblant de faire des gravures alors que c'est son assistant, le beau gosse Malanga, qui fait ça. Si vous aimez les beaux gosses, regardez tous les documentaires avec Warhol, il est entouré de beaux gosses tout le temps. Et c'est ce qui fait qu'il peut prendre une photo dans le journal et la multiplier. C'est pour ça que le texte de Benjamin est très important. On revient à nos chats. La formation de Dürer est assez étonnante. Donc si on découpe en 3 parties, qu'est-ce qu'il fait avant? Comment il est formé? Son père déjà est graveur, orfèvre. Voilà un portrait de son père. Alors c'est le problème, il y a un historien flamand qui s'intéresse à l'art flamand qui s'appelle Panofsky, qui a écrit beaucoup sur les maîtres flamands, ce que j'ai raconté la dernière fois, il y a un petit rapport, et qui a écrit le livre un peu le plus important sur Dürer. Il l'a écrit dans les années 50, 40, 43. Et c'était important que ce soit en 43 pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'art, parce qu'il était allemand et qu'il n'était plus en Allemagne, en 43. Il était un peu juif et donc il était parti aux États-Unis. Et donc s'intéresser aux grands graveurs, c'est important, même si, pour être précis, Dürer est hongrois. C'est-à-dire à l'époque, c'est pas l'allemand. Panofsky va expliquer de quelle façon ce moment de formation va être important. Oui, j'ai des petits slides là, j'ai pas de... Et j'ai écrit à chaque fois la date. C'est flou, non? C'est petit. Voilà, il y a écrit 1486, autoportrait du père de Dürer. Si on va vite, pour ceux qui ont du mal avec les dates, c'est 1515, Dürer. Ça va? La première Renaissance, c'est 1450, la deuxième, c'est 1515. En 1515, il y a Raphaël, il y a toutes les Tortues Ninja réunies, Raphaël, Michel-Ange, Donatello, Leonardo, Dürer, Machiavel. Et il est bien possible qu'à Florence, vers 1406-9, il y ait
En tout cas, Léonard et Michel-Ange, c'est sûr, parce qu'ils ont fait un truc invraisemblable. Il y a eu un concours avec Michel-Ange qui peint sur un mur, et en face, il y a Léonard qui peint sur un autre mur. Michel-Ange est tellement pas commode qu'il exige du jury qu'il y ait un rideau entre les deux. Parce que Léonard aurait pu copier quand même. C'est bien possible. Et Raphaël est étudiant, il vient voir. Tout le monde fait la queue dans Florence. Et sans doute Machiavel est à ce moment-là. Nous n'avons aucune trace de ça. On a une copie par Rubens du tableau de Léonard. On voit que c'est assez précis. Et Panofsky qui s'intéresse, ça peut vous donner envie de le lire. Panofsky m'a fait voir quelque chose que j'avais jamais vu. C'est que quand on fait un autoportrait et qu'on est droitier, on a sa main gauche sur l'image qui est cachée. Parce qu'on a la main gauche qui tient le crayon. Donc tout le monde a compris, ma main gauche c'est ma main droite. Donc elle est cachée. Parce qu'il se passerait quelque chose qui est assez magique, c'est que, alors là, pour ceux qui aiment la magie, tout le monde aime la magie, si tu dessines en le regardant, on a deux problèmes, dit Panofsky. Où sont les yeux? Est-ce qu'ils regardent le spectateur ou est-ce qu'ils regardent le dessin? Et quand ils regardent le dessin, ils ne peuvent pas se voir. On ne peut pas regarder ses propres yeux, c'est bien un truc de magie. Deuxièmement, ma main est sur le dessin et elle n'est pas en train de poser. C'est pour ça, soit dit en passant, que quand Courbet fait un autoportrait avec les mains dans les cheveux, voilà. On va dire il peint comme un pied, mais je ne sais pas comment il a fait. Ça fait partie de la mise en scène. Donc Panofsky dit, c'est caché de cette façon-là. Et les yeux, il dit pas c'est raté, c'est moi qui le dis de cette façon-là, mais c'est pas tout à fait dans la bonne optique du regard. Par contre, c'est un tout petit dessin qui est une petite merveille, et il tient un petit symbole d'orfèvre, puisqu'il est orfèvre. Voilà le père de Dürer. J'ai capturé des morceaux de Wikipédia parce que ça va m'aider à préciser et puis pas à lire. Je pourrais vous les lire, mais je trouve qu'on ne retient pas. Et moi, j'arrive à mieux retenir quand je vois. Alors, Dürer, le père, il s'appelle pareil. Donc on l'appelle Albrecht Dürer l'Ancien. Comme dans les quartiers, tu sais, si on t'appelle l'Ancien, c'est un signe de respect. Il a 18 enfants, il n'en reste que 3 avec Dürer. Et Dürer va être un des génies de la Renaissance, mais vous allez comprendre que le fait qu'il ait un père qui soit dans le métier, le plus grand imprimeur, éditeur de livres de toute l'Allemagne, c'est le parrain de Dürer. Ça compte. Il y a un merveilleux sketch de Chevalier Las Palais, si vous connaissez. Vous savez, le petit barbu, parce que je dis quelquefois des choses rigolotes, mais à l'occasion. Et il y en a un qui interviewe l'autre comme s'il était journaliste de rock, il lui dit « Comment t'as fait ton nouvel album ?» Et il dit « Moi je crois beaucoup aux rencontres, c'est grâce à ça que j'ai commencé ma musique. » Et il lui dit « C'est vrai que t'as rencontré ton père qui est producteur de disques. » Je crois beaucoup aux rencontres. Il va être, ça c'est un portrait par le fils. Je veux dire qu'Albrecht c'est celui dont je parle aujourd'hui et l'autre c'est l'ancien. Il a fait 2 portraits de son père. Vous voyez qu'il est né en Hongrie, qu'il est orfèvre. Et on a aussi les 2 frères qui ont vécu, Hans qui est graveur et Andrés. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'il aurait vraisemblablement, on n'a pas beaucoup de traces de son travail, mais comme ce qui m'intéresse cette année, c'est la transmission, c'est de regarder comment tout ça s'est transmis. Puisque je vous disais qu'on n'a pas beaucoup de filiation, puisque pour être artiste, il faut être dans une confrérie, ça s'est structuré autour des métiers comme l'artisanat. Comme on aurait aujourd'hui une chambre des métiers, c'est-à-dire un système de syndicat qui va protéger la réputation de ses membres, les aider pour s'installer, toucher des cotisations, coopter des gens pour qu'ils rentrent, quand ils sont extérieurs, les inviter ou pas. Et donc la formation elle-même et le tour de l'Europe fait partie de cette formation-là. Mais étonnamment, je ne connais pas de plus de 3 générations avec des artistes. Il y a quelque chose qui passe. Je pense que c'est lié aux villes, en fait, qui ont de l'importance. Nuremberg dans ces années-là, et puis après, ce sont d'autres villes. Rembrandt, c'est Amsterdam. Donc c'est la dimension économique et historique qui fait qu'il y a une dynamique qui change. Le public change, les clients changent. Voilà. Il part, le père, un long apprentissage aux Pays-Bas, peut-être même jusqu'en Bourgogne. Donc nous sommes dans le cours de la dernière fois, c'est-à-dire l'influence de Van Eyck
et de Van der Weyden. À l'âge de 17 ans, il arrive à Nuremberg. Et il aurait fait la rencontre de Holper, chez qui il travaille comme compagnon de père, qu'il apprend par un système d'artisanat et de suivi comme tout le monde, comme on apprendrait aujourd'hui. Voilà une des œuvres qu'on aurait de lui. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'un des 3 enjeux d'aujourd'hui, je résume, la transformation d'un artisan en artiste. C'est le truc le plus important. La diffusion de son travail par la gravure dans toute l'Europe et par les livres. Et le fait, c'est le plus rigolo pour nous aujourd'hui, ça nous parle le plus, le fait qu'ils disent jeu et qu'ils fassent des autoportraits. Ici, on est devant quelque chose qui serait de l'artisanat d'art, voilà, qui n'est pas considéré comme artistique, qui est une sorte de virtuosité. Tout l'enjeu, ça va être celui-là. C'est très compliqué comme question, parce que je vois des élèves en cours de peinture, parce que je enseigne la peinture, qui sont très impressionnés par des gens qui font un truc aussi beau qu'une photo. Et je ne peux pas leur dire, bah, faites une photo. Voilà, quelle est la valeur ajoutée à copier? Mais je le vois bien, pour l'avoir senti moi-même, que c'est très virtuose de copier une photo, c'est très beau, c'est très spectaculaire et c'est de la technique. Et que la technique pour la technique, ça peut être très bien. Mais c'est ce qui fait que, même quand on aime la guitare électrique, on peut aimer des gens qui jouent moins bien, parce qu'il y a quelque chose de plus. Alors il fait sa formation jusqu'en Bourgogne, et c'est là-bas, en allant à Nuremberg, qu'il change son nom en Dürer. Et ensuite, l'ancien fait plusieurs années aux Pays-Bas, plusieurs années, et c'est le fils Albrecht qui en parle dans sa biographie. C'est-à-dire que la trace du voyage et de la formation de son père, c'est dans le livre du fils, qui, quand une transmission est pareille. Il voit d'autres orfèvres, et puis on a une coupe qu'on attribue à Albrecht l'Ancien, ce qui fait qu'il aurait été donc en Bourgogne au contact de Philippe le Bon, le grand, qui a été peint dans les tableaux qu'on a vus la dernière fois. Voilà le portrait de l'Ancien par son fils. Si vous remarquez, il ressemble un peu à lui, c'est lui. Hein. Dans l'autre sens, il n'était pas dans le miroir. Son père a 63 ans sur l'image et le petit Dürer a 19 ans. Il peint ça à 19 ans. Nous allons être face à quelqu'un qui, suivant la formation de son père, qui est déjà très bien formé, va faire des choses prodigieuses très tôt. On a le seul équivalent serait Raphaël, c'est-à-dire c'est un type qui est... c'est un peu le Mozart de la peinture, où il y a des gens... il ne faut pas regarder trop ça, sinon on arrête de faire quoi que ce soit dans la vie, mais voilà, les dieux étaient sur eux, c'est comme Rimbaud. Hein. Le seul truc qui est rassurant avec Rimbaud, c'est qu'après après son abandon de la poésie, il écrit des trucs merdiques, alors on se dit, bon, ouais, c'était le hasard. C'est rassurant pour l'ego. Ce que je veux dire par là, c'est que ce fantasme de la formation ou de l'intuition qui fait qu'un ange te viendrait au-dessus de l'oreille, au-dessus de ton berceau, et tu deviendrais d'un seul coup génial, va à l'encontre de ce que je suis en train de montrer là. Il est dans des milieux où il voit beaucoup de choses très tôt, et je vais le montrer précisément quand Albrecht va en formation, il est en contact avec des gravures italiennes qu'il va copier. Et il a 15 ans. Si tu bosses tous les jours, voilà. Hein. Et l'apprentissage, il y en a peut-être d'entre vous à qui c'est arrivé, si tu commences très jeune et que tu fais pas le con, t'es très bon. Hein. Si tu as un bon patron. Il revient à Nuremberg, le père, et il est dans l'atelier de Holper, qui est orfèvre, qui est son mécène et ami, dont on va voir un portrait par Albrecht dans pas très longtemps. Il fait un apprentissage de compagnon, il devient artisan indépendant, il s'installe dans la maison de Pickerheimer, qui est le type qui a de l'argent, qui est cultivé, qui va commander des œuvres au papa et à Albrecht fils. Ça commence à faire beaucoup comme contexte de valorisation. C'est pas que je veuille retirer du génie à Dürer, mais les éléments sont réunis, parce qu'il a quand même 15 frères et sœurs morts, donc quand même les étoiles avec lui. Hein. Mais on a un contexte qui fait que c'est pas le génie qui sort de nulle part qui est important. Voilà, il devient citoyen de Nuremberg, il devient assistant officiel auprès de Holper, son mécène et ami,
Et il fait des expositions de l'art. C'est-à-dire qu'en plus, la bascule dont je parlais, comment les artisans vont devenir des artistes, un des leviers, c'est qu'ils prennent des charges politiques ou qu'ils prennent des responsabilités dans des confréries. C'est-à-dire que ça devient des gens importants, c'est des notables. Et vous savez quand même qu'aujourd'hui, les notables, il y a quand même une hiérarchie même qui n'est pas dite, mais si tu es notaire, dans un film de Chabrol, c'est toi l'assassin. Si tu es plombier, tu es le mec qui portait le flingue. Oui, je veux dire, la confrérie des métiers, la reconnaissance sociale qu'il y a dedans, c'est tout Chabrol résumé. Hein. C'est-à-dire l'importance sociale que tu vas avoir, c'est ton métier qui te la donne. Par le rayonnement, par l'association à quelque chose d'intellectuel aussi. Les médecins, les notaires, tout ce qui est lié à la chose écrite vont avoir l'air plus noble que coiffeur. Alors que c'est pas plus facile. En fait. Et donc c'est ce qui arrive au père de Durin. Alors ça c'est un petit aparté qui est très sympa, c'est que le Piet Karaimer, qui était le mécène et ami de l'ancien, va devenir le mécène et ami d'Albrecht. Albrecht en fait ce petit dessin très mignon en 1505. J'ai un peu sauté dans le temps parce que je voulais vous montrer ça absolument. Ce petit dessin deviendra une petite gravure très mignonne. Piet Karaimer par Dürer 1503. C'est pas mal, hein. D'autant que ça aussi, ça va aller sur mon sujet de bascule d'artisan vers artiste. Il n'a pas un physique facile. Et vous n'êtes peut-être pas portraitiste, mais quand ton physique n'est pas facile, un profil, c'est mieux. Ça fait plus plaisir aux clients, c'est plus facile de styliser. Tu vois, t'es moche, drague de profil, c'est mieux, on voit qu'une moitié. T'as ta chance, tu as l'égyptienne, tu t'avances comme ça. On a un autre portrait qu'a fait Dürer à la fin de sa vie. Thierry, là, c'est 20 ans après. Alors, ce qui m'intéresse de montrer, c'est pas seulement la gravure. Vous voyez, c'est daté. Il y a le petit logo Albrecht Dürer dont on va parler dans cette deuxième partie où on va voir que, troisième, où le fait qu'être artiste indépendant est très important. Non, ce qui m'importe, c'est que cet homme, il n'est pas seulement riche, il a la plus grande bibliothèque de Nuremberg. Et ce petit gravure que fait Dürer, pour que vous ayez une idée de ce que c'est que le réseau, ce monsieur Piet Karaimer, Maximilien, on va dire le roi de Nuremberg, le décrit comme le plus cultivé de l'Empire. Il a été à l'université à Padoue, à Pavie, qui était en Italie. Il est sans doute celui qui aurait payé les 2 voyages qu'on va voir de Dürer en Italie. Parce que Dürer va aller en Italie faire des voyages pour étudier la peinture, changer, c'est ça la bascule vers mon 3e morceau, changer de statut. Il va écrire à Venise, on m'accueille comme un prince, c'est-à-dire les gens m'offrent à manger, les gens les plus importants de la ville sont venus m'accueillir, alors que chez moi je suis rien du tout. Le statut des artistes change. C'est pas que du gonflage d'ego, c'est aussi ce qui fait qu'on se rend compte que la mission qu'on a est très importante. Et c'est Piet Karaimer qui paye vraisemblablement, qui a l'air de donner de l'intérêt pour l'Italie, parce que la Renaissance, c'est ça en fait, c'est le retour vers les Grecs et les Romains, et donc une étude qui est plus facile en Italie, ils étaient plus par là. Il introduit l'artiste dans les cénacles savants de Nuremberg, et ma 3e partie qui dit comment un artiste devient un artiste, c'est parce que les œuvres que je vais vous montrer dans la 3e partie sont très intelligentes, très savantes, avec beaucoup de références. Soit c'est pas l'artiste qui le fait, c'est des copains intello qui donnent les idées. Oui, il faut que tu aies des copains intello. Sinon, tu es juste un artisan qui applique. Soit c'est toi qui as lu des livres que tes copains intello t'ont donnés. Et c'est comme ça que tu vas faire des choses invraisemblables comme Mélancolia, que je vais vous montrer, qui est une œuvre qui est tellement compliquée que personne n'arrive à décrypter ce que c'est. Tellement il y a de références de plein de choses. Et qu'il est vraisemblable que cette œuvre soit compliquée parce qu'il a souhaité qu'il y ait plein de tiroirs dedans. C'est pas pour nous mettre dans la semoule de pas y arriver, parce que Panofsky passe un livre entier à essayer de le décrypter et il n'y arrive pas. C'est parce que les œuvres d'art vont devenir aussi le produit d'un artiste qui a de la pensée, en fait. Et ça, c'est un des chapitres les plus importants dans ce livre. Il dit, Dürer, c'est un très bon graveur, aquarelliste, dessinateur, orfèvre, mais c'est un type qui pense. C'est un type qui lit des livres, qui a des idées. Et ça, c'est nouveau. C'est ça qui fait sortir les artisans et qui les fait basculer vers l'art tout court. Voilà, on suppose que c'est son mentor intellectuel, donc il le finance, il lui donne goût à certaines choses, mais
il a une influence vraisemblablement considérable. Alors cette transmission-là, elle est très compliquée à évaluer. Ils entretiennent une amitié et ils ont une grande correspondance, ce qui est quand même un signe. Ils s'échangent des idées, ils se valorisent. Mais ce qui est fabuleux dans Pickerheimer, qui fait que... Je vous rassure, hein, quand je vous montre des trucs que vous ne savez pas, quand je prépare les cours, plus je creuse, moins je sais de trucs. Des fois, je me dis, il faudra arrêter de faire ce travail parce que c'est jamais fini, en fait. Mais ce qui peut vous, au lieu de vous décourager, ce qui peut vous donner envie, c'est que, à la différence des sucreries où à la fin c'est ton foie qui dit stop, la découverte c'est sans fin. Et ça ne fait pas grossir. Le dessin que je vous ai montré qui est là. Alors en 1523, il se retire du conseil de la ville. Pickerheimer, il a été portraituré, c'est à Berlin. Il lui demande un dessin. Et ce dessin, vous voyez, le commentaire dit il est sans concession, c'est quand même... Oui. À quoi sert ce dessin? Il l'a envoyé à son copain Erasme qu'il a accroché dans sa chambre. Donc là, on a affaire à des gens qui sont très importants, les plus grands intellectuels du moment. Dürer est au contact de ces gens, il les côtoie. Voilà le deuxième portrait de son père. C'est très spectaculaire, on va y venir. On va revenir sur un truc rigolo. C'est que j'ai pas fini sur le père de Dürer. C'est déjà fini l'heure. Je vous rappelle que le père, l'ancien, était apprenti chez Holper. Alors la formation d'Holper lui-même, il a l'air d'avoir de l'importance dans la ville. D'ailleurs, il y a un petit détail qui est passionnant, qu'on ne peut pas développer, c'est quand tu formes des gens, un jour c'est tes concurrents, c'est-à-dire ils te prennent des marchés, c'est-à-dire ils font des trucs mieux que toi, principe des enfants normalement, et ils te font disparaître tout doucement. Et puis pour l'histoire de l'art elle-même, les gens que je vous montre, ils n'ont pas de bol, hein. Au mieux dans un livre, il s'appelle « Prof de Dürer ». C'est à peu près tout ce qu'il laisse à la postérité, c'est pas cool. Alors que quand on creuse, la disparition de toutes ces œuvres, elle vient aussi de ça. C'est qu'on est face à des artisans qui fabriquent des objets et pour lesquels il n'y a pas encore l'association à un nom ou à une marque qui soit célèbre. Voilà, il fabrique le Holper, il est orfèvre, je vous rappelle. Trésor de la cathédrale de Bamberg, aujourd'hui perdu. Sceau pour le roi de Bohême. Et le conseil de la ville, c'est là où Holper, le prof du père, lui commande un gobelet doré destiné au duc de Bavière en visite. C'est-à-dire des objets prestigieux. Et il connaît sans doute, oui, un petit chiffre rond, ça va nous aider. Le père connaît donc le prof en 1444, ça c'est bien un bon chiffre symétrique comme ça. Il travaille comme apprenti chez Holper et il épouse la fille du patron. C'est de la transmission aussi, ça. Hormis le sceau fabriqué pour le roi Ladislas, aucune œuvre identifiée attribuée à Holper. Donc c'est de la transmission et de la perte avec la transmission. Ça. Petit symbole peint sur un coffre. Ça, c'est un autoportrait de Dürer à 11 ans. Alors déjà, on peut faire simple. T'as quel âge? Ah, c'est trop tard. Il faudra être génial dans un autre truc. C'est encore possible. Ben oui. Et puis, on peut être peintre à 40 ans. Donc, tu vois, peintre à 40 ans, c'est jeune peintre. Donc, tu as encore 30 ans d'emploi. Alors, ce qui est très passionnant, c'est simple. On pourrait en rester, et ce serait déjà pas mal, à dire ce type sait faire ça à 11 ans, et c'est génial. Pour un enfant. Bon, je vous rappelle que la partition enfant-adulte, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, il y en a dans la salle qui, jusqu'à 21 ans, avaient des culottes courtes et une claque derrière les oreilles quand ils rangeaient pas la table. Donc, on était enfant, on a inventé, on croit que je blague, mais on a inventé l'adolescence dans les années 60. Ça n'existait pas avant. Maintenant, on a inventé les pré-ados. Mais c'est des trucs d'éditeurs pour rassurer les parents, parce que comme ça, quand un gamin lit un truc de Prado, il pense que c'est un génie, c'est ça l'idée. Dürer fait ça tout jeune. Ce constat-là pourrait suffire à dire il est très doué, il est dans un environnement très doué. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Il y a 3 trucs très intéressants.
Le premier, c'est que cette posture, c'est la même que son père. Ça, c'est Panofsky qui m'a fait voir ça. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux dans un miroir, tous les deux avec la main cachée, mais lui, il est meilleur sur les yeux. Il est meilleur sur la simplicité, il est plus fluide en fait. Il y a moins de traits, c'est moins orné, c'est plus souple. Je vous montre les deux en même temps, ça va? On peut essayer. Attention, c'est sans cascade. Hein. Hop, un petit comme ça. Oh là là, il est bien ce cours, hein, c'est impressionnant. Oui, c'est ça. C'est pas gagné. Hein. Bande de mauvaises. Il porte son symbole à la main d'orfèvre. Il a l'air de désigner quelque chose. La ligne est plus souple, c'est plus libre en fait. C'est plus, et c'est ce que Dürer va apporter, qui va faire basculer. C'est ma troisième partie. J'arrête pas de faire la troisième partie dès le début, c'est un toc. Je vous ai dit, c'est ça. Non, c'est une très bonne façon que tu te fasses arnaquer de la deuxième, surtout, qui n'arrivera jamais. C'est pour le même prix. Hein. Dürer va faire de la gravure, et ce qu'on dit de lui qui est le plus simple à retenir, c'est qu'en plus de servir de la gravure, c'est la deuxième partie pour diffuser ces images, il va passer de la gravure sur bois à la gravure sur métal, il va donner beaucoup de souplesse à son trait. Par rapport aux orfèvres qui sont un peu appliqués, il donne beaucoup de légèreté à l'ensemble. Parce que si on fait un match, les cheveux ils sont mieux. C'est un dessin beaucoup plus élaboré, vous voyez, on dirait des tourbillons à la Léonard. Les deux choses qui sont importantes en plus, on a dit le premier, c'est que ça fait penser au travail de son père. La posture, l'idée même de le copier, et vraisemblablement, il l'a vu quand même. Bien, je fais des hypothèses idiotes, mais Papounet, il a dû regarder son travail. Je pense même qu'il était privé de manger s'il ne le regardait pas. La deuxième chose importante, c'est que ça, c'est un dessin, et ça, c'est une pointe d'argent. Une pointe d'argent, pour vous le faire vite, ça se dessine en une fois, et ça ne se gomme pas. C'est réservé aux gens qui sont très très forts. Si on va vite, vous prenez, pour visualiser un peu, tout le monde voit une règle en métal carré, là, vous savez, qui fait du bruit quand on tombe. Une matière comme ça. On imagine que tu prends une feuille de papier et tu mets de la gouache ocre dessus. Et quand tu vas écraser la gouache, ça va faire une trace d'argent. La matière que tu vas retirer un petit peu va être remplacée par un tout petit peu du métal que tu as mis dessus. On dirait la matière d'un crayon de papier, parce que c'est brillant un petit peu, mais ça ne peut pas être refait. Comme quand vous dessinez avec votre doigt dans la purée. Je sais pas, c'est un seul coup. Oui, j'essaie de trouver un exemple qui soit accessible à tout le monde. Martine, arrête de dessiner dans la purée d'ailleurs. Dans le sable, voilà. La deuxième chose, c'est ça. S'il utilise ce matériau à 11 ans, c'est sans doute qu'il est bien aguerri pour le faire et qu'il a les outils pour le faire. Donc on a encore un indice de sa précocité, mais aussi du fait qu'il ait accès à tous ces matériaux. La troisième chose qui est importante, c'est qu'il écrit là, plus tard, dessin de moi-même dans un miroir. C'est-à-dire qu'il identifie que c'est lui avec son écriture. Comme si c'était à la fois un petit mot pour lui-même, c'est moi qui l'ai fait, dans un miroir, ça c'est pour l'histoire, c'est-à-dire quand vous le verrez les petits gars du XXe siècle ou du XXIe, vous vous rappelez que le boss, c'est moi, ça c'est moi qui l'ai fait à 11 ans. Ce qui est important, c'est qu'il est en train, ça c'est la sortie de l'artisan vers l'artiste, il est en train de nous envoyer des signaux en disant « le big boss, c'est moi, et c'est commencé. C'est la Renaissance qui arrive, on est là. » Il y a quelque chose de transmis aux générations d'après que d'écrire à la main quelque chose, c'est pas un cartouche en dessous, c'est pas quelque chose qui accompagne l'œuvre, c'est quelque chose qui est dans l'œuvre, pensé par l'artiste, en pensant que des gens le regarderont. Parce que moi j'ai écrit plein de trucs pour la postérité, mais en fait ma mère elle l'a acheté à la poubelle et c'était réglé. Hein. Ah mais la postérité ça s'arrête très vite, vous savez. On est peu de choses.
l'originalité, c'est pas seulement qu'ils fassent ça, c'est l'accès à ces outils, c'est la réponse à l'orfèvre qui va vers quelque chose d'artistique en le notant et par les matériaux. Et on peut ajouter quand même que c'est sans doute une des premières représentations d'un enfant. Le monsieur Dürer, donc il est troisième enfant, il en a 18. 18 en tout, hein, c'est quand même pas mal. Économie prospère, je vais un peu vite. Lieu de production du livre imprimé illustré, je vais y venir, ça va encore être une autre partie de sa formation. On a dit qu'il avait des frères, on a dit qu'il vienne à Nuremberg, le père, qu'il épouse la fille de son maître, les autres on s'en fout. Dürer, père, vit dans sa propre maison en 1475. Et Albrecht, dans son livre, ça aussi c'est un début de parler à la première personne, écrira dans sa biographie que sa mère est malade très souvent, et on suppose qu'avec 18 gamins, ça s'explique. Affaibli par les nombreuses grossesses, on dit. C'est gentiment dit. Faites-en un déjà, c'est déjà pas mal. Son parrain, au petit Albrecht, c'est l'imprimeur le plus influent de la ville. C'est-à-dire celui qui va éditer le plus grand nombre de livres. Le plus prospère, parce qu'il a 24 presses à imprimer et des bureaux en Allemagne et à l'étranger. Et il va imprimer ce que je vais vous montrer tout de suite, la Chronique de Nuremberg. C'est un livre invraisemblablement important, dont vous avez le droit de ne savoir rien. Mais en partant d'ici, vous en saurez un petit quelque chose. Pour faire court, c'est le livre imprimé en plus grosse quantité, on est à 1500 exemplaires. Pour rappel, il n'y a pas de livre avant qu'on invente le papier. Et sinon, on grave sur une plaque avec un caillou, il faut le porter, voilà. Les anti-sèches à l'époque, c'est lourd. Voilà. On va inventer le papyrus qui est en rouleau. Le papyrus. Attendez, on va le montrer vite fait parce que je sens que vous êtes intéressé. Enfin, je sens que vous n'êtes pas intéressé, mais je sens qu'il faut que je vous force à être intéressé. Parce que je vois bien. Papyrus, ce sont des feuilles que l'on fait sécher et que l'on tresse. Ça donne un rouleau. Je l'ai peut-être raconté plein de fois, je vous prie de m'excuser, mais je ne m'en remets pas. Quand tu écris sur un rouleau, tu écris sans fin. C'est-à-dire, si tu fais... Quelle est l'importance de ça? Il y a un philosophe génial qui s'appelle Jacques Ellul, E2LUL, qui est très peu lu, qui est français. Et plutôt que le lire, regardez, il y a une seule vidéo de 10 minutes de lui sur YouTube, après il est mort dans les années 60. Il est philosophe de la technique. Son hypothèse qui est très intéressante et qui est devant nous, Ellul, E2LUL, c'est que ce sont les objets qui inventent les pratiques culturelles. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a Internet qu'on écrit d'une façon différente que sur papier. Et pour faire court, c'est parce qu'il y a des livres pliés, transportables, qu'on invente les romans. C'est-à-dire que la façon de narrer, la façon de faire des histoires va changer selon l'objet. Ce qui est une façon de regarder le monde tout à fait intéressante, parce que ça fait un pas de côté. Pour ceux qui aiment les sciences, il a beaucoup pensé l'arrivée des ordinateurs et le rapport à la technique, ne serait-ce qu'un marteau. C'est quand même plus pratique qu'un caillou, y compris pour taper sur sa femme quand on s'appelle Landru. C'est quand même plus portable, tu as ton matériel, tu n'es pas dépendant du contexte, voilà, plein d'éléments. Quand on fait un papyrus, c'est un papier qui est tissé en rouleau. Je l'ai déjà expliqué, donc je le redis. Quand vous écrivez sur un rouleau, vous le tenez d'une main, et ce que dit M. Ellul, je vais revenir à Dürer rapidement, c'est que, attention, je vais faire un mime, si vous tenez le rouleau parce que vous êtes droitier pour écrire de gauche à droite, c'est pas possible. Donc M. Ellul dit, le papyrus en rouleau impose l'écriture de droite à gauche, comme eux. La naissance de l'écriture dans ce sens-là, elle est liée au support de papyrus. Il n'y a pas moyen de faire autrement. On peut essayer, il faudrait tenir avec un orteil, c'est pas très facile. Ça c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on va pouvoir écrire dans l'autre sens,
quand on aura inventé le papier et qu'on va l'avoir plié en deux. Et que le système de cahier fait que, ça a l'air tout bête parce que je dis une fois ou deux des blagues pour vous faire rigoler, mais que quand tu lis, monsieur au collège, c'est quoi ton prénom? T'as dit quoi? Nassims. Même si tu lis pas beaucoup, tu sais très bien qu'une fois que la ligne est finie ici, il faut s'arrêter à la milieu. Parce que la ligne qui est ici, c'est pas la même. Ça a l'air tout bête, mais même dans une langue qu'on ne connaît pas, on sait qu'un livre, c'est d'abord une image. C'est d'abord quelque chose qu'on voit globalement et sur lequel on pose son regard. Parce que quand on prend un exemple simple, les petites gravures viennent de passer, voilà. Ça, c'est ma façon la plus rigolote de le montrer. Petite Bible, enfin non, elle n'est pas petite, par monsieur Gutenberg. Je suis en 1455, je suis juste avant, le père Dürer vient de se marier. Quand je vois un texte comme ça, monsieur Nassims, avec des grandes bandes, puis des grands vides, d'avance, on sait que c'est un texte chiant. C'est sûr, c'est soit du droit, soit des consignes d'ordinateur, soit un truc, c'est pénible. C'est-à-dire que la page, on la lit, on regarde comment elle est faite, comment elle est structurée. S'il y a une grande lettre, même si on ne comprend pas la langue, on sait à peu près comment elle se fait. Ça, c'est parce que c'est un cahier plié. C'est parce que ce n'est pas un rouleau. S'il y a un rouleau, à part la longueur de vos bras, vous ne pourrez pas regarder une image entière. La diffusion des images, avec Dürer, elle correspond à ce système de livre. C'est-à-dire le fait que, avec au lieu de copier à la main des cahiers, on va pouvoir creuser, imprimer. Ça, c'est le système pour imprimer. Le plus beau musée du livre, c'est à Lyon. Il est tout petit. Il y a un très beau à Orléans, si vous voulez vous balader. Surtout à Lyon, on mange pas mal. C'est l'occasion. Le monsieur Gutenberg, il va juste avoir l'idée, parce que si vous devez faire un livre en creusant une plaque comme ça, avec toutes les lettres une à une inversées, il y en a pour longtemps, puis si tu te trompes, il faut tout refaire. Hein. Tout le monde a déjà vu Le nom de la rose? Qui n'a pas vu Le nom de la rose? De Jean-Jacques Hano, Umberto Eco, vous avez le droit. Tout le monde l'a vu? Vous vous rappelez qu'ils copient les livres à la main, hein, et que ça les entraîne dans des cas un peu problématiques. Hein. C'était un système, parce qu'on a des moines copistes, et puis on en retrouve un mort, on ne sait pas pourquoi, on jette le moine à la poubelle, on prend un autre, et puis il est remort, il n'y a pas d'arme, on ne sait pas pourquoi. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais quand même. Une fois qu'on a trouvé le système, juste avant l'imprimerie de Gutenberg, ça s'appelle un incunable. C'est-à-dire la période, elle est où mon slide? Là. Cahier plié égale écriture différente, transportable plus facilement. Je ne l'ai pas formulé comme ça, mais l'image va arriver. Vous savez sans doute que quand on fait de la BD, on met toujours une petite case surprise ici, pour donner envie de tourner la page. Donc on va regarder le livre comme une image globale, ce que je viens de raconter sur les textes. Les images vont avoir de plus en plus d'importance, et elles vont pouvoir être vues d'un seul coup d'œil. Si on résume, un rouleau, ça s'appelle un volumen jusqu'en 0. Un cahier plié avec du parchemin, c'est de la peau de veau borné avorté. Ça s'appelle un codex, on invente le papier, on invente la typo, et on a le livre d'aujourd'hui, à partir de 1515. Les petits morceaux de livres à la main très rares, ça s'appelle des incunables. C'est la période verte. Il ne nous en reste pas beaucoup. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que des bibles, vous voyez la quantité d'incunables par région, on est en France, en Italie, en Allemagne et Alsace. Et par langue, elles sont toutes en latin, à 70%. Il nous fallait, c'est pour ça qu'on dit aussi que ce n'est pas tout à fait M. Gutenberg qui a inventé, des caractères en métal qui existaient déjà en Asie au XIe siècle, une presse de l'encre assez fluide pour imprimer. En fait, Gutenberg, il perfectionne des choses qui ne sont pas forcément inventées par lui. Parce que les Chinois, ils sont
plus fort que nous depuis longtemps. Et bientôt pour longtemps. Au XVe siècle, la quantité de livres. Au XVIIIe siècle, la quantité de livres. Tout le monde y arrive? Même M. Nassim s'attend, je fais. Ça, c'est les 0, 10, 100, 1000. C'est beaucoup. C'est très beaucoup. Voilà, dis-toi ça. La diffusion va être immense. On a, pour Gutenberg, 2 volumes, c'est écrit là-haut, 42 lignes, une Bible, 282 pages, 2 colonnes de 42 lignes, tirées à 180 exemplaires, il en reste 48. On revient à Walter Benjamin. Imprimer un livre et le diffuser est hautement politique, parce qu'on a dit ça pour les images, tout simplement parce que vous allez pouvoir vérifier les infos vous-même. Et notamment parce que le livre, vous pouvez vous le balader, le montrer à des gens et prouver ce qui s'est passé. Et faisons une hypothèse complètement folle. Imaginez une société qui n'est pas ancienne, en fait elle a moins de 1000 ans, où il n'y a pas d'image. S'il n'y a pas de gravure, s'il n'y a pas de peinture faite à la main, vous n'avez pas d'écran. Où sont les images pour renseigner les filles qui sont censées être prudes en théorie? Dans les toilettes des garçons, nous avons quelques quéquettes qui se baladent. Vous devez être au courant. Peut-être 1 ou 2 cœurs, et encore, c'est tout ce qui se passe, mais les images sont très très peu présentes, il n'y a aucune raison qu'on en voit en fait. Donc la folie de les voir apparaître en peinture sur des grottes, sur des murs d'église, c'est déjà très important. Mais le fait qu'elles puissent se diffuser comme ça va changer complètement la façon de former les artistes, puisqu'ils vont avoir des modèles qui peuvent se retrouver un peu partout. T'as vu, je suis en train de glisser sur la deuxième partie. Mais en plus, Gutenberg ici, il fait une Bible dans la langue non latine. C'est-à-dire que tout ce que monsieur le curé lit dans son truc et que je comprends rien, je vais pouvoir vérifier moi-même. Ça s'appelle le protestantisme, c'est exactement en même temps. C'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, monsieur le curé, sauf votre respect. C'est pas très facile à faire, ça. Mais ça va avoir un impact énorme. On revient à notre Dürer. Son parrain a édité la Chronique de Nuremberg. Le premier livre avec des images dedans. 1500 exemplaires. On en a presque 400 de conservés. C'est le livre le mieux conservé, documenté et le plus ancien. On a 1800 gravures à l'intérieur, faites notamment par le prof de l'ancien, et dans lequel on pense que Dürer, fiston, a fait des gravures. Il est dans l'atelier quand ça se fait, parce que c'est une commande énorme, on lui donne beaucoup d'argent pour faire ça. Le nom est un peu un nom à la con, ça s'appelle Chronique de Nuremberg, parce que ça a été édité à Nuremberg. Moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est la première fois qu'on dessine des villes dedans. On va avoir Nuremberg en vrai, avec les spots où acheter des saucisses, voilà, du tabac, non je rigole. C'est une grande image, mais réelle, avec des monuments. Et c'est parce qu'en fait, l'érudit qui a écrit ça, c'est une histoire du monde, en fait. On va dire, c'est comme s'il avait pris la Bible et qu'il avait redit à sa façon sur comment le monde s'est créé, comment il est arrivé jusqu'à nous. Donc c'est pas du tout une chronique qui est liée à la ville de Nuremberg, ça a été édité à Nuremberg. Mais on pourrait se régaler. Allez, mais vraiment vite fait, hein, parce que vous insistez. Quand je cherche longuement comme ça, je me dis ça vous repose un peu aussi. Peut-être pas si mal. Que je parle pas. Mais c'est le risque de l'endormissement. La voilà. La première vue d'une ville réelle. Les drapeaux, c'est pour repérer le lieu connu. C'est-à-dire que vraisemblablement, ce n'est pas la représentation exacte de la ville avec les rues, les villes. Il y a un petit côté où est Charlie, mais on a les endroits importants. Ce qui est aussi un code, c'est-à-dire on n'a pas une vue du dessus, on n'a pas une vue de sol, on a une vue qui va nous aider à nous repérer. 1800 gravures de ce type-là, dans le livre. Et quand monsieur est dans de bonnes dispositions, c'est en couleur. Bon, là il a débordé là un peu. Là le vert, là vous voyez, parce qu'on a dit à monsieur,
Nassim, une patate rouge avec un cœur, il faut que le noir soit pile calé autour pour être sûr que ça soit raccord. Donc chaque couleur est un plaque. Alors on ne va pas en faire un fromage. Si on a des moyens et si on a des adjoints, ben, ils le font. On forme des gens et ils développent ça. Mais on a un rapport texte-image, une image qui montre un lieu réel et qui va se diffuser en très grosse quantité. C'est un régal dont je ne me lasse pas. Au lieu de dormir le soir, Martine, toi qui as des insomnies, tout ça est sur le site de la BNF. Il y a des espèces de fous qui ont scanné même la couverture. Je trouve ça génial. Il y a un mec qui devait être obligé de faire ça au travail. Oui, c'est le sommaire. Oui, on ne sait pas lire, mais on sait lire. On sait lire visuellement ce qui va être autour de nous. Ça veut dire tout simplement qu'il est en train de s'inventer une sorte de code visuel de ce qu'est un livre. C'est pas une petite chose. On a Jérusalem, on a plein de villes différentes. C'est très beau, en plus. Et pendant très longtemps, c'était pas de l'art. C'est-à-dire, c'est un objet usuel. Est-ce qu'on expose votre pif gadget préféré ou votre Picsou de votre enfance? Non. C'est un objet qui est vendu, c'est un objet qui circule, qu'on achète, qu'on jette si besoin, ou qu'on collectionne, mais c'est pas de l'art. Et en un sens, c'est pas pour faire de la provoque, ce n'en est pas. C'est pas fait pour être vu comme une œuvre unique. C'est pas unique, c'est pas original, c'est pas fait à la main. Il faut que vous réalisiez, parce que moi qui signe des livres, j'ai quand même vu une petite fille qui m'a posé une question très importante sur Cultura, qui m'a dit « Mais la pile de livres à côté de toi, tu les as tous écrits ?» Et je lui ai dit « Bien sûr. Tu crois pourquoi j'ai un gros bras comme ça ?» Mais si on ne ment pas aux enfants, ils ne s'en sortiront pas, qu'est-ce que vous croyez? L'autre influence, je vais revenir à la carrière de Dürer, et je saute un peu plus vite. Il va y avoir le grand graveur de cette époque-là, il s'appelle Martin Schongauer. Ça, c'est la gravure qui se fait dans ces années-là. Le métier de graveur est très proche du métier d'orfèvre, c'est des petits outils qu'on va utiliser. Orfèvre, c'est comme faire des bijoux. Hein. Donc on va avoir des très très petits outils, comme on taillerait des diamants. On a des loupes, on a des objets qui servent à se repérer. Et donc on est habitué. Schongauer. S-C-H-O-N-G-A-U-E-R. S-C-H. Ça veut dire quelque chose, Madame Françoise? Sean? C'est un nom de famille. Nous sommes sur des pointes sèches, c'est-à-dire une petite pointe de métal qui sert à rayer une plaque de métal. Elle est plus dure que l'autre. On dessine à l'envers, puisque ça va être imprimé, et chaque fois qu'on raye, ça fait un noir. C'est pas spécialement difficile, c'est un peu long. Non, si vous venez en cours, on en fait, mais chaque fois qu'on en fait, les élèves se barrent après. Ils sont un peu... C'est pas Schongauer, c'est Cranach l'Ancien, et nous sommes sur un bois, je vais y venir. Voilà, Schongauer avec la tentation de Saint-Antoine. Si vous avez des doutes dans la vie, Saint-Antoine s'isole et se demande ce qu'il doit faire dans la vie. Et il y a des gens autour qui lui donnent des mauvais conseils. Voilà. Pas besoin de faire du feng shui, vous voyez, il ne faut pas écouter tout le monde. Il y a un moment donné, voilà, qu'est-ce que j'ai vu sur un livre de philosophie? J'ai envie d'être heureux, qu'est-ce que je dois prendre? Et on lui répond, des décisions. Voilà. C'est ça qui lui arrive. Il se demande qu'est-ce qu'il faut faire. C'est très difficile de faire des décisions. Et aussi de ne pas les regretter. Et pendant qu'on est dans la philosophie accessible à tout le monde, je vous signale que la philosophie de Mafalda, la toute petite Argentine, quand son copain lui dit « Qu'est-ce que tu prends pour aller mieux ?» et elle lui dit « Du recul ». C'est le meilleur des médicaments. Autoportrait de Dürer. Je vais revenir à sa formation vite fait, parce que comme j'ai passé des heures à la faire, vous allez quand même la manger en entière et finir votre plat. 11 ans. 22 ans. Le portrait de son père, c'était à 19. C'est un portrait qui est fait par lui-même.
C'est un autoportrait, on n'en a pas beaucoup, ça commence à ce moment-là, je vous l'ai dit rapidement, c'est mon troisième partie sur la valorisation de soi, qui est fait avec une énorme importance de valorisation de soi. C'est un portrait qui est envoyé à sa future épouse, pour qu'elle ait envie de se marier. Alors, grâce à la correspondance de Dürer, on se rend compte que, on le dit comme ça aujourd'hui pour politiquement correct, c'est pas un mariage heureux. La façon dont il parle d'elle dans les lettres, elle a l'air d'un dragon impossible. Elle est horrible. Pauvre Dürer. Oui, le chardon est quand même... Oui, ça doit lui, la fidélité. Voilà, le monsieur Dürer, autoportrait, dans la réussite sociale. C'est quand même plus chic d'avoir les cheveux peignés. Toc, sort sur un fond, qualité de peinture. Oui, c'est assez précis. On n'est pas loin de son dessin d'ailleurs. Il ressemble, hein, le nez. Mais c'est pas facile de se ressembler. Tu crois que c'est simple? Alors la fin de sa formation, je vais un peu plus vite parce que j'ai parlé des chroniques de Nuremberg. Albrecht est destiné au métier d'orfèvre. À 13 ans, il commence un apprentissage de 3 ans pour faire du burin. Je vais raconter ce que c'est. La pointe sèche, ça c'est ce que j'ai montré. C'est un stylo pointu, on va dire. Un burin, c'est pas du tout pareil, c'est très très difficile. C'est un outil que l'on pousse. Et creuser en poussant, c'est très difficile. C'est difficile physiquement et c'est surtout difficile d'arrêter le trait avant de le prendre dans le front. Dans son travail, il reproduit des œuvres de commande, donc on lui demande d'être habile techniquement. Vous voyez, c'est ça la demande d'un artisan. Le jeune Dürer développe son goût pour le dessin et pour la ligne. Ça vient du métier d'orfèvre. Et il fait lui aussi un voyage en Flandre. Son père lui donne accès à des peintres flamands comme Van Eyck et Van der Weyden, et il peut avoir bénéficié des réseaux de son père pour faire ça. Le voilà parti. Autoportrait à la pointe d'argent daté, quand j'étais enfant. Le dessin est l'un des premiers dessins d'enfant. Voyant les dons de son fils pour le dessin, son père le fait entrer chez Wolgemut, que on va voir tout de suite, le peintre le plus en vue de la cité. Il va y rester 3 ans et faire de la gravure sur bois. Gravure sur bois, c'était pas ce qu'il y avait chez papa. Voilà Wolgemut peint par Dürer. Plus tardivement. Si on a des œuvres de Wolgemut pour faire court, des portraits comme ça, qui font très flamand. Alors je propose de faire quelque chose d'assez étonnant, mais on va regarder en quoi c'est pas du Dürer. C'est encore un peu figé. C'est très beau, hein. D'ailleurs, je vous disais, c'est triste qu'il n'y ait pas de... que ces artistes qui sont des précurseurs soient pas forcément honorés et connus. Et donc on a une peinture qui est beaucoup plus, je sais pas comment dire, picturale. Je sais pas si c'est très parlant comme terme. Il y a un peu plus de couleurs, plus de... C'est pas des orfèvres en fait, c'est pas des gens du trait, c'est des gens de la surface. Donc on va avoir des choses qui font encore un peu médiéval. Ce qui est médiéval, c'est le fait que, vous voyez par exemple, le linge blanc, il est dans la ligne du rouge. Comme si c'était des pièces de puzzle en fait. Ils font une sorte de trait de construction générale et tout rentre dans la forme. Alors que pour faire plus vrai, on va faire dépasser des trucs les uns devant les autres. Ce qui est très médiéval, c'est qu'il y a chaque surface est rentabilisée avec quelque chose. Vous voyez, il faut que la marche rentre dedans pour qu'elle soit pile là. Alors que ça fait moins vrai, ça fait un peu figé pour nous. Mais ça vient du fait de remplir des surfaces. Le monsieur Wolgemut fait ce petit chef-d'œuvre parce qu'il fait de la peinture, de l'aquarelle, de la sculpture, de l'orfèvrerie. Et pour faire cette petite Zwickau, ça te va? Une prononciation, madame? Il a des commandes comme 1400 florins. Et c'est ça qui est intéressant. Il reçoit 1000 florins d'avance pour l'illustration de la célèbre chronique de Nuremberg. Œuvre commune de Wolgemut et de son beau-fils. Il a une maison et c'est là-dedans qu'il met un atelier. Et la réputation de Wolgemut, c'est pas seulement en tant qu'artiste, c'est d'être à la tête d'un grand atelier. Avec ce que je viens de dire là, beaucoup d'élèves d'assistants
qui fait que tout va être fait par plein de gens. La conclusion de cette première partie, mais ça fait longtemps qu'on a quitté cette première partie, c'est que dans un système artisanal, vous créez une sorte de structure, et il y a plein de gens avec vous qui le font, c'est signé par vous, mais c'est pas original de votre main. Tu vas pas faire des autoportraits à 11 ans de toi, on s'en fout. C'est comme si je paye un artisan pour me payer un évier, il dit « Oui, j'ai mis le robinet à l'envers qui court vers le haut, je trouve ça plus sympa. » C'est ta fantaisie, je m'en fous. Oui, mais c'est parce que Madame Lévy, ton mari bricole comme ça. C'est ça. J'ai pensé qu'un vide entre l'évier et le mur était plus joli, ça fait couler l'eau vers le bas et ça fait un peu artistique. Voilà, il aurait fait un apprentissage de 3 ans. Il y apprend la couleur. On va voir que dans les premières aquarelles de Dürer, parce que je fais exprès de rester presque sur sa partie de formation, il va avoir un sens de la couleur qui est invraisemblablement important. Wohlgemuth encore. Et il va être l'un des plus importants de gravure sur bois. Production de gravure sur bois fait partie de l'atelier. Les dessins sont de Wohlgemuth. Et il les donne aux éditeurs pour des illustrations de livres. Quand c'est trop bien, on les vend par page. C'est ce qui fait qu'il y a des chroniques de Nuremberg qui ont été cassées. On a cassé le livre pour vendre les pages. Et c'est très intéressant, vous savez qu'on peut, si vous achetez un livre avec des belles photos dessus, à part pour faire snap, tu ouvres une double page sur ta table basse et puis de temps en temps tu les tournes, parce que sinon tu ne peux pas déchirer les pages pour les exposer. Voilà. Et souvent, elles peuvent être coloriées après la vente. Mais c'est des gravures sur bois. C'est ça que je vais avoir le temps de vous montrer. Wohlgemuth et Nuremberg. Wohlgemuth, chronique de Nuremberg. C'est très varié en fait ce qu'il y a dedans. Très joyeux, c'est la danse macabre. Nuremberg, centre d'édition, métier de luxe, lien avec Venise, pour des questions d'échange marchand. Et à part son copain Pierre Tickerheimer, Meyer, qui l'envoie à Venise, c'est aussi les échanges marchands qui font qu'on n'est pas tout à fait en mesure de dire c'est un voyage, parce que Dürer va faire 2 voyages en Italie, si c'est pour enquêter chez les concurrents ou si c'est pour se former. Je comprends ça comme ça. On est à mi-chemin entre 2 mondes. Celui des secrets d'atelier comme Ferrari qui va espionner chez Ford. Et ils font attention à se cacher. Voilà, ils vont travailler, et c'est la dernière chose que je voudrais montrer, chez Wohlgemuth. Il a chez lui, alors xylographie, c'est des gravures sur bois, c'est les triomphes de Pétrarque, de Piazzi, on n'en a presque rien, et les tarots de Mantegna. C'est-à-dire, il a dans son atelier, ça, il a des gravures qui viennent d'Italie. Il a, on appelle ça les tarots de Mantegna, c'est vaguement en rapport avec le peintre. C'est des gravures qui sont des suggestions de personnages, on va dire. C'est pour ça que ça ressemble à sont des figures, mais qui ne sont pas un jeu de tarot. Dürer jeune, dans l'atelier, il voit ça. Ça fait beaucoup de contexte de transmission. C'est pour ça que je vous dis que ce cours est le plus important, c'est que la transmission d'un artiste pour être formé, c'est très multiple. C'est l'autoportrait de jeunesse, 19 ans. La coutume de Dürer, c'est de partir en apprentissage. Il part en 1490 et il passe 4 ans en apprentissage. Ça fait quand même beaucoup de choses. Il a l'air d'aller à Colmar où il aurait vu les gravures de Schongauer. Parce que quand il arrive, Schongauer vient juste de mourir. Il rencontre les 2 fistons qui vont lui montrer les gravures. Voilà, il est accueilli par les frères qui sont orfèvres. Il va à Strasbourg où il fait de la sculpture avec Gérard Delède. Et c'est là qu'il peint son premier autoportrait pour l'envoyer à sa fiancée. Il va à Bâle, une ville de premier plan pour la production de livres imprimés. Et le temps de sa formation est très très grand. Il meurt à 56 ans, Dürer. Mais il commence très tôt et il produit beaucoup. Voilà, chez un autre frère de Schongauer, une ville connue pour la gravure, et il rencontre des éditeurs. Pour rappel, les éditeurs et les libraires, c'est eux qui fabriquent les livres, physiquement. Il quitte Strasbourg,
et puis on ne sait pas toujours où il se balle. On a fini pour l'introduction de son travail, enfin pour la formation. Alors maintenant, c'est simple. Une fois qu'on a fait ça, j'ai montré le monsieur Schongauer, j'en remontre un petit quand même parce que c'est trop beau. « 1470 ». Ça, c'est de la peinture de Schongauer, c'est bien aussi. Hein. Ce qui est particulier, c'est le rapport aux fleurs chez Schongauer. C'est très très beau. C'est tout petit, hein, ça, les gravures. La maison de Dürer. Celle-là. Des dessins à lui, de jeunesse. Ce qui est fabuleux, c'est pas seulement qu'il se dessine lui-même, comment petit à petit il va se prendre comme modèle, mais alors ça fascine des générations d'historiens de l'art, c'est que il a dessiné son oreiller. Alors ce qui est génial, c'est que c'est pas un objet fait pour mettre la Vierge Marie à première vue. C'est un truc de chez toi. C'est un truc de toi. Et un truc avec ta tête qui a dormi dessus, ou tes pieds. C'est très personnel en fait. C'est très nouveau ça. C'est pas nouveau dans le sens où c'est exposé, ou ça va être montré, c'est notre regard de 21e qui regarde ça. Mais le lit, le sommeil, c'est l'endroit où tu es tout seul quand même. Enfin, dans un lit d'ailleurs, tu nais, tu fais l'amour, tu meurs. Alors ça fait quand même beaucoup. Hein. Mais le rapport à ta propre intimité, à ce qui est en train de se créer dans ma troisième partie, c'est-à-dire comment il dit je, ça se retrouve dans ses dessins. Ça se retrouve parce qu'il fait des dessins, et qu'on va se mettre à les collectionner, à regarder comment il fait, mais ça se voit dans les images qu'il fait de lui-même. Qui sait qui a l'idée de dessiner son oreiller? À part quelqu'un qui a des devoirs à faire avec des lignes droites. Autoportrait bien avant Rembrandt. La bascule de Rembrandt, c'est 2 siècles après. Non, 1 siècle après. Là, on va dire on est en 1515. On est en 1491. Et Rembrandt, c'est... oui, si je suis en 1515, c'est en 1600 quelque chose. Dürer part à Venise. Et sur la route, fait des aquarelles. Panofsky dit c'est l'influence de Wohlgemuth, c'est-à-dire l'intérêt pour la couleur, l'intérêt pour les paysages qui étaient derrière, je les ai montrés un peu vite, qui étaient derrière la Vierge Marie, je vous ai montré que le tissu sur sa tête blanc était dans l'axe du manteau rouge, il y avait des paysages derrière. Cet intérêt est bien flamand, mais c'est les premières fois qu'on a des sortes de urban sketchers, c'est-à-dire des gens qui vont en extérieur faire des études d'ambiance. De choses qu'il voit et qu'il conserve pour lui, qui peuvent lui servir plus tard. Et puis c'est de l'aquarelle, c'est-à-dire... oui, ça c'est parce que vous voyez sur Internet, c'est ça ou ça. Et au moment de dire laquelle je garde, j'en sais rien. Donc résumons-nous, allez le voir en vrai. C'est à Berlin. Ça fait 28 cm sur 42. Ça fait une feuille A3, on va dire. Ça, c'est son atelier. L'aquarelle, c'est ce qui fait que petit à petit, un artiste va avoir dans sa poche des choses à observer d'après nature. L'humanisme de la Renaissance, c'est le fait qu'on commence à s'intéresser à ce qui est autour de nous, et plus seulement à des grands récits mythologiques ou historiques. Ce n'est pas encore considéré comme des œuvres en soi, ce sont des études, mais avec la qualité de rendu qu'il y a là-dedans, ça va devenir des œuvres en soi. En Italie, Vasari, qui est le premier historien de l'art, va dire « J'ai un énorme portefeuille de collectionneur de dessins. » Et vous connaissez la plus belle de toutes les aquarelles du monsieur. Non, un lièvre, mais il faut que je le trouve. Voilà. Gravure sur bois. Si on va vite, Dürer va faire des gravures sur bois, va devenir très célèbre pour ça. Et après ses séjours à Venise, il va se mettre à faire de la peinture. Ça va changer. Le fait de découvrir de la couleur, le fait de découvrir des artistes peintres qui peignent à l'huile, le fait d'être reconnu,
et puis il va abandonner la peinture et la gravure sur bois, et il va faire de la gravure sur cuivre en métal, et c'est pour ça que je peux vous le montrer rapidement. Ce que je vais vous montrer là est extraordinaire, et dans le dossier d'après, c'est super méga extraordinaire. Vous êtes prêts? Vous vous rappelez que la gravure sur bois, on creuse, c'est-à-dire je retire le blanc, et là je fais des traits, ça fait des striures. Je ne peux pas croiser les traits, sinon ça éclate le bois. Oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est méga extraordinaire. Vous dites, comment ça peut être mieux que ça? Illustration biblique de l'Apocalypse, destinée la plupart du temps soit à des gravures uniques, soit à des livres. Avec pour la première fois son monogramme Albrecht Dürer, qui est inclus dans la gravure. Je vous signale que quand on fait de la gravure encore aujourd'hui, on ne signe pas sur la gravure. On fait la gravure, on fait le tirage, et c'est sur le tirage qu'on signe. Est-ce que monsieur Nassim, c'est ça le prénom? Le Gourpa? Nassim tout court, avec un M. Ben, tout simplement, puisque c'était ni la gravure, l'original, ni le tirage, il faut bien authentifier le tirage, c'est lui qu'on vend. Donc quand je fais une gravure, je fais une plaque, je mets de l'encre, je mets du papier, je fais un réglage qui fait que je suis à peu près sûr de ce que je fais, je le garde, je la modifie, j'appelle ça épreuve d'artiste, EA. Je jette tout ce qui ne me plaît pas, et puis après je décide que c'est le tirage officiel, j'en tire 15. Tous les papiers, je fais 1 sur 15, 2 sur 15, 3 sur 15. Si vous achetez le numéro, peu importe le 1 ou le 10, c'est le même. Enfin, c'est pas le même tirage tout à fait. Et les graveurs, qui sont des marchands, rayent la plaque. C'est fini pour toujours, on n'en fait pas d'autres tirages. Ils ont donc fabriqué de l'originalité et de la rareté dans un truc qui était un multiple. Quand tu fais des photocopies, il faut trouver un moyen. C'est sans fin, les photocopies. Qu'est-ce qui fait qu'il y aurait eu quelque chose qui serait plus un original qu'un autre? Mon copain Michel Ziegler, qui est graveur, qui est toujours graveur à Polytechnique avec moi, qui, je sais plus, il a 80 000 ans, ce mec, il est vieux. Il a acheté une plaque de Rembrandt. Alors elle est rayée. Mais déjà, nous, on regarde la plaque, on est ému. C'est quand même un truc de fou. Et puis évidemment, il n'a pas le droit, mais il a fait des tirages, il est graveur. Qu'on a des tirages de Rembrandt qui ne peuvent pas être authentifiés, rayés, mais enfin, c'est trop beau. C'est trouvable. Puisque la matrice, elle ne bouge pas, si elle n'est pas abîmée. On va faire la même chose avec la sculpture, on va faire un nombre de tirages qu'on va numéroter, après on va casser le moule, pour éviter que ce soit reproduit. Donc, ce qui se passe, c'est que le marché qui se diffuse et que va nourrir monsieur Dürer, on pourrait passer du temps, notamment sur ça. C'est un monsieur qui essaye de séparer les enfers de la terre. Et il a juste une perche, le mec. Hein. Donc Saint-Michel contre le dragon, voilà, il n'y a pas de correspondance. Hein. C'est Saint-Michel arrêt. Les chevaliers de l'Apocalypse. Parce qu'on va appeler ça les 3 gravures maîtresses de Rembrandt. Il va devenir extraordinairement célèbre pour ses gravures. C'est pour ça qu'on a son logo à l'intérieur, son monogramme. C'est l'idée de signer et d'authentifier par la signature que c'est lui. Les adjoints, il va correspondre avec Raphaël, il va envoyer un dessin à lui, à Raphaël, le peintre. Raphaël va lui envoyer une peinture. Et il y a un échange qui est extraordinaire, c'est que Dürer va écrire sur la peinture de Raphaël, peinture envoyée par le maître Raphaël pour me montrer sa main. C'est-à-dire, il va annoter les objets qu'il a comme des choses précieuses qui font partie de ce qui est aujourd'hui de l'art en 1515. On sait que c'est l'atelier de Raphaël qui l'a fait. C'est pas fait de la main de Raphaël. Mais pour Dürer, c'est sa main à lui qui envoie un dessin à Raphaël. On a une correspondance entre des gens, par écrit ou par dessin, qui fait qu'il y a une circulation et la transmission, c'est la deuxième étape de ce deuxième morceau. La gravure va diffuser l'ensemble, mais en plus, ils sont en réseau entre eux pour se parler, pour se valoriser, plus ou moins pour se donner des astuces. Le deuxième voyage de Dürer en Italie, il va rencontrer Bellini, qui est le plus grand artiste vénitien de l'époque, et il va beaucoup apprendre avec lui. À une autre époque ensuite, un autre artiste italien vient à Nuremberg,
Et Dürer va se mettre à jour sur la perspective et l'anatomie. Il se refile des tuyaux continuellement. Mais ce qui est particulier, c'est que dans ce système de diffusion d'images multiples, il va trouver des astuces pour créer de l'originalité. Il y a le logo dont je vous parle, il y a les sujets, et puis il y a les chefs-d'œuvre qui font que la virtuosité, elle est... Ah voilà, c'était là. C'est parce que la petite passion, elle est en bois en 1509 et la grande passion, elle est en cuivre en 1512. Bois. Bon, c'est pour ça qu'on pourrait faire des œuvres avec ça. Si on dit un seul truc intelligent, c'est que nous avons 3 possibilités. Un blanc, un noir en le rayant, et des hachures de gris plus ou moins serrées. Les hachures peuvent tourner, les hachures peuvent être droites. Vous voyez, ça ne donne pas le même gris, ça et ça. Ça suit la forme des abdominables. Et ici, ça peut se strier dans ce sens-là. Et quand ça se croise, ça fait un gris plus foncé. Mais on n'a pas une grande marge de manœuvre. On a un blanc, un noir, 2-3 gris. Donc, il faut être simple. C'est-à-dire, il faut que le tissu soit blanc quand c'est gris à côté. Il faut que le nuage soit blanc quand c'est gris à côté et que le gris soit devant un noir. C'est-à-dire qu'il faut penser chaque objet par rapport à ce qui est à côté. Et donc, il faut que le ciel il soit tout blanc pour que l'ensemble ressorte. Ou que les corps soient tout blancs et que le fond soit foncé. C'est-à-dire que ça oblige à travailler la lisibilité. Et il y a quand même beaucoup de choses, on a du mal à se repérer. C'est pour ça que ces premières gravures, elles sont très belles, mais que le chef-d'œuvre qui est par-dessus, 34, il est passé où, mais encore, il est là. Le chef-d'œuvre qui est par-dessus, c'est ça. Un niveau de rayure, on va dire ça comme ça, invraisemblable. Parce qu'on est sur du métal. Après son séjour à Venise, il va changer de support et travailler plutôt avec des gravures qui lui permettent d'avoir plus de virtuosité dans son trait. Je vous disais au début, quand on regardait la comparaison avec le dessin de son père, que même à 11 ans, il y a des traits beaucoup plus sinueux. Il y a quelque chose de plus tournant en fait dans ce qu'il fait. Avec la difficulté, hein, je vous le dis, ici c'est gris, il faut qu'il y ait un noir, il faut hachurer dans l'autre sens. Alors, on peut le faire patiemment, hein. Mais il faut trouver comment un objet ressort devant un autre objet. Il faut traduire ce que vous avez devant vous en nuances de gris. Alors, ce qui est fabuleux avec cette œuvre qui passionne Panofsky, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors, avec le temps, ça date de 1514, parce que c'est écrit là. Là. C'est signé et c'est daté. Ce qui prouve qu'on est encore avec deux mondes qui se télescopent, c'est que le graveur de Raphaël, parce que l'autre génie de la Renaissance c'est Raphaël, c'est pas Léonard ni Michel-Ange, c'est nous qui les voyons comme ça. Je dis pourquoi, c'est que c'est mon sujet de thèse, Raphaël. Raphaël est le premier artiste qui va créer un atelier et qui va embaucher un graveur pour ses propres œuvres. Il dit, Marc-Antoine Raimondi, tu fais que des gravures. Et il a l'idée dès le début de diffuser tout ce qu'il va faire. Et de savoir que sa réputation va venir de cette diffusion. Dürer, il le fait, je vous disais, il embauche des colporteurs, qui sont deux personnes qui vont aller vendre dans des foires ses gravures. Mais ce n'est pas au même niveau que Raphaël. Raphaël, il va avoir un collaborateur à lui, qui est formé ou embauché pour, et qui va partir en Flandre pour suivre les tapisseries faites d'après ses dessins. Raphaël, c'est le Disney de la diffusion. Il a l'idée à l'avance que la société dans laquelle nous vivons toujours aujourd'hui, qui commence à la Renaissance, c'est la société de la circulation des images. Il y en a partout.
Et en ce moment, il y en a partout. Mais partout, hein. Parce que c'est pas facile de faire des blagues sur des trucs graves, mais en fait, le conflit israélo-palestinien, tu coupes la télé et les écrans, et déjà il a baissé de 10 degrés. Et depuis 40 ans. Hein. C'est-à-dire que dès que quelque chose est mis en scène et transmis, filmé, c'est impressionnant comme ça prend un impact qui est fort. Vous pouvez avoir des conflits, pour ceux qui sont des jeunes vieux dans la salle, on a des conflits au Biafra, je veux dire, il n'y a pas d'image. C'est parce qu'il y a des images en 74 que d'un seul coup, tout le monde donne de l'argent pour le Biafra. Parce que d'un seul coup, c'est insupportable de voir quelque chose que tu ne veux pas voir. C'est quand même mieux quand tu vois rien. Et je mets au défi qui que ce soit, j'ai rien à vendre. J'avais une femme végétarienne, mais tu regardes des images d'abattoirs, je veux dire, t'arrêtes de bouffer de la viande pendant une semaine, un mois, un an, une vie. Je veux dire, c'est impossible à regarder. Et donc, on est quand même mieux quand on n'est pas au courant et qu'on mange du corned beef. Qu'est-ce que Dürer et Raphaël ont en commun? C'est cette compréhension que la diffusion des images et que leur transmission va devenir le sujet. Qu'est-ce qui fait que cette œuvre est incroyablement importante? C'est pas seulement, elle contient des symboles, alors on a fait plein d'hypothèses. C'est la gravure la plus analysée de l'histoire de l'art. Alors je vais vous donner une seule raison de bien l'aimer. Parce qu'il est moins vain. Pourquoi est-ce qu'elle est analysée? Parce qu'elle s'appelle Si tu t'appelles Mélancolie. J'aurais pas cru que j'aurais chanté du Jodassin un samedi après-midi. La construction sur des lignes de fuite se retrouve. On est en train de mettre au point la perspective, et on la met tellement au point que Dürer, en 1525, il écrira un petit traité de perspective, qui va éditer, avec des petites figures. La perspective pour les nuls, vivement qu'on fasse un stage. Comment on reproduit des figures, comment on les met en volume, comment ces volumes on les met en perspective, et comment on fait la perspective des ombres. Parce qu'encore, la perspective d'un cube sur un objet plane, ça va, mais un cube dont l'ombre est projetée sur une surface irrégulière, c'est assez compliqué. Je vous rappelle que c'est exactement ce qu'on fait avec des jeux vidéo aujourd'hui, pour simuler le réel. Donc la perspective de la mélancolie, elle est très habile, elle structure l'image de façon très impressionnante, elle est remplie, c'est pour ça que ça s'appelle mélancolie, parce qu'on a une sorte de chauve-souris tchernobylienne qui tient le titre. Donc le titre est dans l'image, c'est déjà très curieux ça. Si je le dis vite, en fait, il va mettre plein d'énigmes dedans, qui fait qu'on va se casser la tête à chercher ce que ça veut dire, et c'est ça qui est nouveau. C'est qu'on ne sache pas tout à fait ce que ça veut dire. Nous avons des symboles de temps, donc on a pensé à des symboles maçonniques, on a pensé à des symboles cryptés. Alors on a un caillou génial qui est... C'est quand même déjà lui, ça suffirait quand même. Et tout le monde adore Dali, mais enfin c'est quand même beaucoup plus marrant que Dali, ça. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Alors j'ai trouvé un caillou comme ça, mais... C'est quand même très rare qu'on ait des cailloux comme ça, on est bien d'accord. Oui, mais vous avez vu la taille? Alors il y a des outils autour. Alors Panofsky fait une hypothèse, c'est qu'en fait ça serait une sorte de symbole du métier d'artiste. Et c'est là où on bascule du 2 au 3. La gravure, c'était mon deuxièmement et sa diffusion. La réputation de virtuosité, c'est l'image, et puis sa complexité à comprendre. Mais il fait l'hypothèse que la mélancolie, c'est une des représentantes les moins valorisées dans l'histoire de l'art, parce qu'elle est un peu taciturne, elle est un peu avare, elle est un peu... Et Panofsky fait l'hypothèse que la mélancolie, c'est la créativité de Dürer. C'est-à-dire qu'il a toujours une ambition qui est haute, de faire des choses invraisemblables. Donc on a des outils de sculpteur, on a des outils de fabrication, et puis on n'arriverait jamais à la hauteur de ce qu'on veut faire. Alors ce qui va vous faire aimer l'image, c'est parce que... Voilà, on a des symboles qui sont mélangés. Est-ce qu'il y a des gens ici qui jouent au sudoku? Vous pouvez vous dénoncer. Oui. Tout le monde voit ce que c'est? Petit cas. Vous n'allez pas en revenir. C'est ça qui va me servir de pré-conclusion. Je vous ai dit que l'artiste, en tant qu'artiste, c'était aussi quelqu'un qui pensait, qui lisait des livres ou qui côtoyait des gens qui lui donnaient des sujets. Parce que pour fabriquer un sudoku comme ça, il va falloir se lever de bonne heure. Il est dans le fond derrière la dame.
Pourquoi est-ce qu'il faut se lever de bonne heure? Parce que les lignes font 34, parce que les colonnes font 34, parce que les coins font 34, parce que le centre fait 34 et parce que les obliques font 34. On va tous se coucher. C'est-à-dire que pour une image multiple, reproduite techniquement, il a apporté des tas d'éléments qui font que ça devient marrant à regarder quand même. C'est ça la virtuosité qui fait qu'on est sorti d'un système d'artisans à un système de créateurs. Le deuxième séjour à Venise, vous allez comprendre le changement dans la peinture de Dürer. Sa peinture devient beaucoup plus lumineuse. C'est-à-dire, la matière est plus belle. On voit qu'il est allé à Venise, c'est Catherine qui va nous en parler bientôt. La matière, les Vénitiens s'intéressent à la lumière. Vous voyez, tous les à-coups des muscles, tout ça est devenu beaucoup plus sensible, suave. Même si vous voyez les postures de main, les visages ressemblent encore à des choses. Vous voyez les doigts de Ève, c'est quand même chouette comme maillot de bain, c'est quand même portable, il faut être dans le bon axe au bon moment. Vous voyez, les postures de main, elles sont curieuses, elles font encore un peu médiévales. Mais la qualité de l'ombre, les passages, quand on fait de la peinture à l'huile, en fait, quand on travaille dans le frais, on peut mettre l'ombre, la demi-teinte, le clair, et puis les fondre avec ses doigts ou un pinceau sec. Et c'est ça qu'on va appeler peindre. On va avoir un passage d'un élément à un autre sans transition. Donc on a beaucoup d'éléments qui vont montrer que Dürer s'intéresse aux nouvelles techniques de peinture, à la représentation de la lumière, à la couleur, après son séjour à Venise. 1512. Un portrait de sa mère. Je pense que quand elle arrive dans ta chambre le soir pour t'en coller une, tu dis d'accord. Alors, est-ce qu'il l'a valorisée? S'il l'a valorisée, vous allez me dire, elle n'était pas commode. Il y a quelque chose de personnel. C'est ça qui est nouveau. C'est plus du tout une représentation de quelque chose en général. Et d'ailleurs, pour votre regard à vous, le simple fait qu'on sache que c'est sa mère, c'est pas pareil que si c'était la vieille trogne de la voisine. C'est touchant en fait. Notre regard s'est transformé, c'est plus une représentation habile de quelque chose, c'est quelqu'un. Et c'est à noter en haut que c'est sa mère. Ça fait 41 sur 30, c'est un petit fusain. Un petit fusain, 1515. Les peintures deviennent beaucoup plus lumineuses. Moi, j'aurais été lui, j'aurais envoyé ça pour draguer. Hein. T'envoies une tête comme ça de toi, on dit il a une situation, le gars. Il est peut-être mort à 33, je sais pas, il me fait penser à quelqu'un. Ouais, c'est ça, Robinson Crusoe. Oui, Julien Doré, vous avez raison, c'est exactement ça. C'est le télé 7 jours de cette semaine. Ben, vous me l'ôtez de la bouche. La troisième gravure la plus célèbre, c'est ce chevalier la mort. On est en 1513. Le cheval est inspiré par Léonard et par Verrocchio, la statue de Corléone de Verrocchio. Les éléments autour sont inspirés plutôt de la partie médiévale. On a des tas d'éléments qui transforment la façon de le regarder. Vous voyez comme ça c'est simplifié et comme c'est devenu beaucoup plus lumineux. On pourrait faire une conférence que sur ça. Et ça, c'est un autoportrait. Alors pour les filles, si vous ne voyez pas souvent des garçons d'un certain âge tout nus, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Mais normalement, ça ne se montre pas. Voilà, puisqu'il y a Nassim est là, voilà, tu vois, c'est un autoportrait de Dürer. Parce que tes parents, tes grands-parents vont gueuler que tu vas avoir des cours d'histoire de l'art et que tu ne peux rien regarder. Qui peut penser faire un autoportrait vieux, tout nu, on est quand même moins beau, à poil, avec les baloches voilà. Parce que là, pour qu'elle soit comme ça, il n'a pas voulu les cacher. Hein. Il a voulu montrer qu'il était plus vieux.
Ça veut dire que quelque chose d'autre est en train de se montrer. Il ne veut pas forcément l'exposer, mais il le fait pour s'entraîner. Je pourrais faire des hypothèses. Il le fait pour s'ausculter. Il le fait parce qu'il est son seul modèle, mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. Il le fait parce que ce temps qu'il passe sur lui-même, c'est son sujet. C'est ça qui l'intéresse et qui est très nouveau. Et ben voilà, il nous reste 3 minutes. Oh, c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est bien fait. Ah oui, on ne l'a pas montré, mais il y a des gens qui viennent en cours avec moi dessiner. Et je vais essayer de les préparer psychologiquement, désolé pour les autres. On va faire des plis. C'est très beau, les plis. Les plis, parce qu'on a parlé de Panofsky, mais il y a un autre historien de l'art qui est plus accessible, parce qu'il écrit d'une façon plus simple, c'est Daniel Arras, qui s'est beaucoup intéressé au pli, parce que le pli, c'est un truc fabuleux. Ça parle à la fois de l'objet qui est en dessous, parce que ça ne se plie pas d'une n'importe quelle façon. Il y a un scientifique qui s'appelle René Thom qui fait une théorie des catastrophes on peut deviner l'objet qui est en dessous d'un pli avant de faire le pli. C'est quand même génial. Et ce que je viens de dire est quand même compliqué à comprendre. C'est-à-dire, je mets un tissu sur un objet, je peux deviner l'objet qui est en dessous. Bon, c'est toute l'œuvre de Man Ray, ça, finalement. Et résumé en une phrase. Mais ça veut dire qu'on peut calculer à l'avance, selon que je mets une boule ou un cube, comment les plis vont tomber. On est d'accord qu'on est avec des gens intelligents hein, quand ils savent faire ça. Et donc ce qui est intéressant dans le pli, c'est que c'est à la fois, ça montre quelque chose qui empêche, puisqu'on a une forme qui tombe autour, mais c'est précaire, c'est-à-dire c'est à la fois très solide, puisque ça tient avec ce qui est, mais ça peut bouger d'un instant à l'autre. Et puis c'est ce qui fait qu'on va en faire en dessin, c'est que vous avez une ombre, une demi-teinte, une lumière, et qu'une fois qu'on a compris qu'il faut faire 1, 2, 3 comme ça, c'est très facile à faire. Et ça impressionne tout le monde. C'est pour ça qu'on le fait en dessin, c'est parce que les élèves sont un peu sceptiques, ils vont « on va faire des plis ». Et qu'après, une fois qu'ils en ont fait 2, ils ont compris qu'ils vont passer pour les rois du pétrole. Pour pas cher. Il fait des études de main. Ça, il y a longtemps qu'on a arrêté de me demander ça en cours. C'est par période. On a beaucoup de dessins de Dürer. Où est passée ma conclusion? Il a fait un traité de la proportion. 1528. Ce qui est rigolo, c'est que c'est Léonard qui est plus connu. Voilà, c'est Two Man Power. C'est-à-dire la proportion et les répartitions viennent de la fascination de la Renaissance pour les chiffres. On va calculer comment est-ce qu'on la proportion, comment la beauté pourrait être réduite en chiffres. C'est la même recherche qu'il fait dans son traité de proportion. Sur tous les morceaux de la vie, mais édité dans des livres à diffuser pour tout le monde. Dürer est l'artiste le plus important de la Renaissance. Parce que Adam et Ève, ils portent un petit panneau qui dit c'est Dürer qui l'a fait. C'est quand même pas rien. Hein. Je veux dire, Adam et Ève étaient très informés. Vous voyez l'ambition qu'il y a là-dedans? C'est un truc de fou. Hein. C'est-à-dire, je peux finir sur une blague, c'est Alphonse Allais qui avait une très belle bibliothèque et il avait des dédicaces dans ses livres, et il y en a une que j'aime beaucoup. Il y avait, dans un livre de Voltaire, il y avait écrit « À Alphonse Allais, avec le regret de ne pas l'avoir connu, signé Voltaire ». Voilà une belle dédicace. Ce que Dürer fait ici, c'est qu'il signe à l'intérieur d'une gravure qui va se diffuser partout son propre nom avec Adam et Ève, c'est-à-dire à un endroit où il ne devrait pas être, il devrait être modeste en fait. C'est là où la transmission de l'idée de Renaissance va arriver jusqu'à nous. Je vous remercie.